Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Reflet TV, nouvelle semaine, nouveau débat. Dans cette émission, nous parlerons du transport urbain à Abidjan. La fin annoncée du monopole de la Sotra suscite des débats et attentes au sein de la communauté nationale. Nous en parlerons avec nos analystes en plateau. Et puis, politique nationale, le président du comité d'organisation du meeting du 31 mai prochain de Cap Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique, Charles Blé Goudé a révélé les grandes lignes de ce grand rassemblement du 31 mai. On en parlera avec nos consultants, Pulchéry et Edith Gbalé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonne semaine. Merci. Et Guillaume Bateau, journaliste DG du quotidien Liberté. Bonsoir Guillaume Bateau. Bonsoir Sidik. Excellente semaine à vous également. Merci beaucoup. Arsène Anoma, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir M. Sidik. Bonne semaine. Merci. Et puis enfin Gaël Akpa, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir Sidik. Excellente semaine à vous. Merci. Alors tout de suite, en place au premier sujet de cette émission. Mais avant, nous avons effectué un reportage à Abidjan. Voici ce que pensent les populations ivoiriennes de la fin du monopole annoncé de la Sotra. Et puis, quelles sont les attentes des Ivoiriens? On regarde. Après 65 ans de monopole, la société des transports abidjanais Sotra devra désormais partager la route. Le gouvernement ivoirien a décidé d'ouvrir le transport public urbain à la concurrence. Une décision prise lors du Conseil des ministres du 21 mai dernier. À travers cette réforme, l'État entend optimiser la gestion du réseau des transports collectifs en répondant aux défis d'efficacité, de qualité et d'accessibilité. Une annonce bien accueillie par de nombreux usagers de la Sotra. Bon, c'est une bonne chose de permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir créer leur compagnie de transport parce que bon, cela va permettre aussi à la Sotra de pouvoir améliorer encore plus la qualité de leurs services et puis permettre à d'autres personnes aussi de se faire une place au soleil. Parce que chacun doit avoir pour son compte dans ce pays-là. Chacun a quelque chose de meilleur à apporter au pays. On peut avoir les cars. On peut avoir les camions où les gens vont, les travailleurs, tous les passagers, les piétons, vont vouloir aller prendre. Déjà, on voit dans les gares même là. Les gares, déjà, c'est éloigné. La Sotra, au moins, on sait les différents points d'arrêt. Voilà, donc c'est ça aussi mon inquiétude. Cette ouverture à la concurrence pourrait dynamiser le secteur, encourager l'innovation et améliorer les conditions de transport pour des milliers d'usagers, souvent confrontés à une offre insuffisante, voire dégradée. Les attentes sont nombreuses, plus de ponctualité, des véhicules en bon état, des trajets diversifiés et des tarifs accessibles. Autant de défis pour les nouveaux opérateurs, mais aussi pour la Sotra, désormais contrainte de se réinventer pour rester compétitive. Mais l'entreprise qui doit venir là, je pense qu'il doit prendre des mesures, ayant le respect des heures et puis il doit aussi baisser le coût des transports. Voilà, parce qu'on constate que la Sotra, le transport c'est un peu élevé. Donc ils peuvent baisser au moins réduire au moins 150 à 100 francs, ça va nous faire du bien. Voilà, souvent même là, il y a les bus là, si on monte dedans, on est coincé même. On est coincé, c'est pas facile quoi. Souvent même il n'y a pas de place. Moi-même là, un jour là, on m'a coincé, quand la porte là, ils ont fermé sur moi, j'étais pas à l'aise même. Ils ont donné mon sac, ils ont attrapé tout ça là. Donc là, il faut que non, on respecte le nombre de personnes qui vont monter dans le bus. Ça aussi là, c'est très bon. Je voudrais que ça soit encore meilleur ou bien ça soit encore au-delà de ce que la Sotra nous propose actuellement. Par exemple, la régularité des bus. Et puis bon, si par exemple il y a des types de bus dits express, il faudrait que la qualité de service là soit respectée. Ceux qui veulent faire, ils sont capables de gérer la population de cela parce que déjà même avec les taxis comme nous, les road, déjà on n'arrive pas. Déjà même là, quand je suis affecté même à Yakassé, mais quand je prends le départ avec 4 heures de temps, je vois un monde fou, surtout à Bobo même là. Moi je suis en Makouri, mais à Bobo, quand je vais comme ça, mais c'est un monde fou hein, qui attend. Est-ce qu'ils seront à l'heure? Est-ce qu'ils seront serviables? Parce qu'il y a la clientèle. Au début, on est serviable, après, à un moment donné, quand on se plaint d'être, ça devient autre chose. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut que l'État puisse gérer même, c'est-à-dire qu'il y ait un point de regard aussi dans ceux qui vont créer ces transports-là. Cette réforme marque un tournant majeur dans la gouvernance du transport public en Côte d'Ivoire. Mais elle suscite aussi des interrogations. Quel avenir pour la Sotra dans un environnement désormais concurrentiel? Une chose est sûre, les prochaines années seront décisives pour le paysage du transport ivoirien urbain. Voilà, nous avons suivi ensemble cet élément. Guillaume Bateau, réaction?
Oui, je pense que dans l'absolu, c'est toujours une bonne chose. La concurrence devrait pouvoir profiter aux consommateurs. Mais je veux dire que dans l'absolu, il n'y a rien de nouveau. Parce qu'en vérité, la Sotra n'avait pas le monopole. C'est vrai que votre élément a précisé le monopole du transport public. Mais si c'est le transport dans Abidjan et dans les grandes villes, la Sotra, depuis belle lurette, n'avait plus le monopole. Les minicas qui existent. Vous avez toutes sortes d'abord des taxis-compteurs qui existent. Aujourd'hui, vous avez les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Tout le monde ne peut pas emprunter un VTC de Makori à Bobo. Ce que je voulais dire, c'est que dans l'absolu, le secteur du transport urbain était déjà libéralisé. Seulement, c'est au niveau du secteur public où la Sotra avait encore le monopole. Bien entendu, d'autres modes de transport vont intervenir avec des structures qui appartiennent à l'État, notamment le train urbain. Le train urbain qui va intervenir va appartenir à l'État. Il va y avoir d'autres modes de transport qui vont appartenir à l'État. C'est pour ça que l'État parle de la fin du monopole de la Sotra pour ce qui est du secteur public du transport urbain. Sinon, si on prend le secteur du transport urbain dans sa globalité, je te dis qu'il n'y avait plus de monopole depuis de longues années. Et je dis que donc, dans l'absolu, c'est une bonne chose. Si, comme on dit beaucoup de ceux que vous avez interviewés dans votre élément, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité du service et avec un coût abordable pour l'ensemble des populations. C'est un gros défi au niveau du coût. Quand on sait que la Sotra fait généralement 200 et 500 francs. Oui, mais c'est là qu'il y a l'intérêt. C'est là qu'il y a l'intérêt de la libéralisation. Si ceux qui doivent venir doivent faire les mêmes tarifs, dans les mêmes conditions, j'allais dire que ça ne servait à rien. Mais il faut faire confiance en l'État qui va, j'espère, discuter, va peut-être aussi accompagner ces opérateurs qui vont venir, par exemple, à travers, on peut prendre des exemples, une petite subvention, par exemple, du carburant. Parce qu'on sait aujourd'hui que ce qui fait gréver le budget des entreprises de transport, c'est le coût élevé du carburant. Donc, si l'État, par exemple, décide de subventionner le carburant pour ces entreprises-là, pourquoi pas, on pourrait avoir des coûts plus bas que ce qu'on a aujourd'hui. Bien. Monsieur Balé, réaction? Oui, c'est vraiment un soulagement en fait pour les populations parce que la Sotra était le moins cher sur le terrain, mais malheureusement, leur parc automobile n'était pas suffisant. Donc, il y avait un problème de respect de l'heure. On ne peut pas programmer des rendez-vous en comptant sur la Sotra. Donc, l'insuffisance de bus. Les gens l'ont dit, il y avait aussi le fait que les bus sont surchargés. Mais il y a aussi une nouvelle qualité de conducteurs qu'ils ont recrutés là, dont les usagers aussi se plaignent, qui ne sont pas polis, qui dépassent les arrêts, même quand il y a de la place. En tout cas, il y avait beaucoup de plaintes, beaucoup d'insuffisances. Donc, on pense que c'est une bonne chose. Mais il y a des questions quand même qui se posent. C'est par rapport aux conditions. On n'a pas eu ces détails-là. Est-ce que, à qui le marché va être réellement ouvert? Comment l'État va faire? Quelles seront les conditions? Est-ce qu'il y aura des restrictions sur les lignes? Parce qu'il y a des lignes qui sont beaucoup plus fréquentées que d'autres. Et c'est en ce sens que même si les nouvelles sociétés pratiquent les mêmes prix, moi je pense que ça ne sera pas un problème si la qualité du service suit. Voilà, parce que c'est surtout ça le problème, la qualité du service. Bien, Gaël Lapa, vous, quel sens vous donnez à cette décision? Bien, avant d'entrer dans le fond du sujet, je vais déjà saluer nos téléspectateurs, surtout ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, en particulier M. Gaoussou Kone et puis Mme Inès Lapa, qui sont nos fans. Je vois déjà, premièrement, une décision politique qui va m'amener à dire que le RHDP marque un point. À quelques mois de la présidentielle, quand on annonce la libéralisation de ce secteur-là avec la Sotra, je pense que déjà, en termes de plus-value, en termes de communication politique, c'est un bon élément pour le RHDP. Cette libéralisation va sûrement ouvrir la concurrence, l'innovation et puis la qualité de service. Mais je veux rappeler des éléments quand même importants. À quel moment la Sotra a été créée en décembre 1960 et puis a eu le monopole même du transport des voyageurs en 1964, en juillet 1964. Donc près de 60 ans de monopole. Effectivement, Guillaume l'a dit tout à l'heure, dans les faits sur le terrain, il y avait une certaine concurrence. Mais
il va falloir qu'on pense plus à ce qui emmène cette réalité-là. La SOTRA était dépassée. Elle était obsolète face aux réalités. Parce qu'il y avait des insuffisances du parc automobile, Puchéric Balé l'a dit. On vous dit dans les statistiques que la SOTRA aujourd'hui a un parc automobile de près de 800 véhicules. Or, la population d'Abidjan, on est à 5,6 millions d'habitants. Ce qui aurait été bien, c'est que la SOTRA est au moins autour de 1500 à 2000 véhicules. Donc là, c'est ce qui explique le fait que les usagers, il n'y avait pas assez de bus. Il y a des lignes même qui manquaient de bus à certains moments. On voyait des gens parqués dans des véhicules comme dans des boîtes de sardines. Vraiment, ce n'était pas joli pour l'image de la Côte d'Ivoire. Il y a le vieillissement du matériel roulant de la SOTRA. En 2015, l'âge était évalué jusqu'à 12 ans. Ça veut dire que les véhicules étaient vieux. Pourtant, ce qui est normalement recommandé, c'est 7 ans. Il y a l'endettement aussi et puis la mauvaise gestion. Il y a une vraie mauvaise gestion au plan financier. Selon le rapport de l'inspection générale d'État en 2019, la SOTRA présentait un déficit de près de 40 milliards. Donc, il y a un véritable problème là-bas. Ce qui fait qu'effectivement, les salariés n'étaient pas payés. Il y avait des bruits de grève et tout, mais ils réussissaient tant bien que mal à s'en sortir. Et puis, je vais y arriver. Il y a l'offre de services inadéquate à l'expansion urbaine. Vous savez que la population ne fait que grandir. Et puis, si au plan économique, ce n'est pas bien géré, effectivement, la SOTRA était dépassée vis-à-vis de ses concurrents directs qui sont les Woro Woro, les Baka et puis les VTC. Donc, avec toutes ces failles-là, devant la réalité, l'État ne pouvait faire mieux que de libéraliser, de mettre à l'aise tous ceux dont ce secteur-là intéresse. Parce que dans les faits, c'est vrai, la libéralisation aujourd'hui, ça va aider parce que tous les autres concurrents, à certains niveaux, avaient des problèmes vis-à-vis de la SOTRA. Maintenant, Guillaume a parlé d'un élément, il a parlé du prix. Effectivement, moi, je ne m'attends pas à ce qu'un concurrent de l'État vienne et que, soit par exemple, si on vous dit à Bobo, à Djamé, c'est 200, que ce concurrent-là puisse faire à 100 francs ou bien tout ça. Le challenge, ce n'est pas le prix, mais c'est qu'au moins, on puisse augmenter le parc automobile. Si d'autres sociétés viennent, qu'elles réussissent à faire augmenter le parc automobile, on vous dit que la SOTRA a près de 800. Imaginez-vous que 2-3 autres viennent s'ajouter. Si chacun a 800, on peut se retrouver à près de 3000 véhicules et ça va mettre tout le monde à l'aise. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Merci, Guelakwa. Arsène Anoma, est-ce que, selon vos analyses, la SOTRA est-elle prête à affronter la concurrence? D'accord. Je vais commencer par enchérir ce qu'ont dit mes prédécesseurs. J'ai l'impression qu'en fait, on n'apprécie pas à sa juste valeur ce que la SOTRA a apporté aux Ivoiriens et au transport. Moi, je pense que la SOTRA est à féliciter malgré ses défaillances. Parce que aujourd'hui, la SOTRA a maintenu son transport, le prix de ses transports à 200 et 500. Vous conviendrez avec moi que, par exemple, quand tu vas prendre un autre transport en commun urbain de Yopougon à Koumansi, par exemple, tu payeras au moins 1000 francs. Alors qu'à la SOTRA, c'est 200 et 500 francs. La SOTRA a tout fait pour maintenir ses coûts à la portée de tous les citoyens abidjanais. Donc, c'est à féliciter. Et c'est ça aussi qui a pu produire ces déficits-là. Parce que lorsque, par exemple, on n'arrive pas à mettre ses coûts de production au niveau de ses coûts de ses dépenses, il y a des problèmes de trésorerie. Donc, la SOTRA est à féliciter. Maintenant, elle a fait ce qu'elle pouvait. Et au vu des nouveaux enjeux, de l'accroissement de la population, tout ça, il était loisible que le gouvernement, en tant que gouvernement responsable, prenne la décision d'ouvrir le marché à d'autres secteurs. Concernant votre question, moi je pense que la SOTRA est prête à affronter la concurrence. C'est la plus ancienne société de transport à Abidjan. Elle est prête à affronter la concurrence. Je me dis que ce n'est pas une décision que l'État a prise sans que la SOTRA en soit informée au préalable. Donc, les bases de cette libéralisation-là, de ce marché du transport en commun urbain, ont déjà été posées. Donc, la SOTRA va y entrer en toute sérénité. Et c'était normal parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Par exemple, il y a le métro d'Abidjan. Il y a la ligne 1 qui fera à Niamey-Port-Boué qui va s'ouvrir. Il y a le BRT, le bus de transport rapide Est-Ouest, Yopougon-Bergerville qui va s'ouvrir. Donc, il était normal que ça s'ouvre. Mais en plus,
ne faudrait pas qu'on croie que ces sociétés-là, par exemple, le métro et le BRT, c'est le nouveau moyen de transport, là, viennent pour entrer en concurrence frontale avec la SOTRA. Parce que déjà, même, il y a des accords de gestion commune qui ont été déjà définis. Par exemple, elles vont travailler en gestion multimodale, par exemple. Il y aura une carte où, si tu montes dans le métro ou le BRT, à ta descente, tu peux utiliser la même carte pour monter dans un bus de la SOTRA et vice-versa. Donc, en fait, ce ne sera pas une concurrence, je peux dire, sauvage. C'est des choses qui ont été étudiées pour permettre, in fine, aux citoyens abidjanais de toujours se retrouver et de toujours profiter d'un transport urbain adéquat et à un prix avantageux pour lui. Bien. Pucharek Balé, est-ce que vous voyez une privatisation déguisée? On le constatera à la pratique. Sinon, en principe, on devrait faire des études. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, à qui va-t-on ouvrir le marché? Puisque pour le transport lagunaire, on a vu que quand ça a été ouvert en dehors de la SOTRA, bon, ce sont les barons du RHDP qui se sont accaparés le marché. Mais la SOTRA elle-même est en faillite sur le transport lagunaire. Oui, elle est en faillite même sur tous les plans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut ouvrir maintenant. Et je pense que puisque c'est le gouvernement lui-même qui a pris la décision alors qu'il est majoritaire à la SOTRA, bon, ils savent ce qu'ils font. Mais justement, on attend de voir sous quelles conditions ça va se faire pour savoir si c'est une privatisation déguisée ou autre chose. Bien. Et puis, Guillaume Bato, est-ce que cette décision pourra avoir un impact sur l'informel dans le milieu du transport privé en Côte d'Ivoire? Oui, moi je crois que l'objectif de tout gouvernement, en tout cas du nôtre, devrait être de formaliser toute l'économie de façon générale. C'est-à-dire faire en sorte que le secteur informel, la part du secteur informel soit la plus réduite possible. Et donc on espère qu'avec ces nouveaux acteurs qui vont intervenir, on a cité le train urbain, on a cité le BRT, on espère qu'il y a d'autres acteurs qui vont permettre de formaliser ce secteur, malheureusement, qui souffre de l'informel. Quand on regarde aujourd'hui le comportement des minicars, communément appelés Baka, sur nos voies, on ne peut que prier pour que ce secteur soit formalisé, pour que tous les acteurs soient des professionnels. Voilà. Vous voyez, quand vous voyagez hors de notre pays, notamment à l'extérieur, vous ne voyez pas tout ce désordre. C'est vrai que ces genres de situations, on ne les voit qu'en Afrique. Mais hors de l'Afrique, vous voyez, le transport est très, très bien organisé. C'est un secteur technique qui permet d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc, moi, j'espère que ces nouveaux acteurs vont permettre de réduire la part du secteur informel dans le secteur du transport, qui est un secteur stratégique qui permet de booster l'économie. Quand vous regardez par le comportement, j'ai parlé de Baka, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a les véhicules à 2 à 3 roues qui crée un vrai désordre sur nos routes urbaines et même les pistes rurales. Donc tout ce travail-là, notre espoir, c'est que le gouvernement travaille avec ces nouveaux acteurs qui vont être intégrés dans le processus pour que la part du secteur informel soit la plus basse possible. C'est ça. Surtout pour des questions de sécurité. Oui, pour toutes les questions même. Les questions de sécurité des voyageurs, les questions de sécurité de façon générale, et puis pour le confort de vie des populations. Parce que tant que vous êtes dans le secteur informel, la traçabilité, regardez aujourd'hui, quand vous sortez de votre quartier, vous allez à un carrefour, il y a des gens qu'on appelle des yambos qui prennent des taxes sur les transporteurs. On ne sait pas pour le compte de qui ils font ce travail. Et ça renchérit, ça impacte le coût du transport. Parce que le chauffeur de Waworo qui paye tout 200 ou 100 francs, toutes les courses, mais il répercute cela sur le coût du transport. Donc, ce sont des situations qu'il faut essayer de corriger pour que ce soit vraiment des professionnels puissent être dans ce secteur. On voit bien quelques avancées avec les VTC qui sont identifiés formellement, qui payent des taxes, et cela permet, même si aujourd'hui les acteurs de ce secteur se plaignent aussi de l'augmentation de taxes, il faut travailler à ce que tout le secteur soit formalisé, et c'est ça qu'une économie moderne. Bien. Une autre question qu'on se demande, est-ce que l'environnement urbain de la ville d'Abidjan est préparé, en tout cas, à une telle mutation?
Avant de répondre à cette... S'il s'agit de concurrents directs, de même type de transport comme la Sotra, on se pose des questions. Où vont-ils stationner pour faire les arrêts? Non, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous regardez dans les différentes innovations qui sont faites sur nos voies, notamment ce que j'ai pu constater de moi-même, si vous prenez le tronçon du carrefour de la Vie jusqu'à Bégerville, vous verrez là où vous voyez que c'était des choses qui n'existaient pas avant. Maintenant, ce sont des choses qui sont en train d'être faites. Donc, avec ça, plus on va évoluer, c'est comme ça que les choses vont se faire. Donc, ce qui veut dire que toutes les autres structures qui viendront vont utiliser les mêmes arrêts. Il n'y aura plus d'arrêts foncièrement dédiés à la Sotra. Et puis, tout le monde va pouvoir gagner pour son compte. Ça, c'est possible. Je vais revenir sur un élément tout à l'heure. J'ai été surpris de voir Hassen Anouma féliciter la Sotra pour le prix. C'est son droit. Bon, c'est aussi mon droit de réagir. Mais il y a eu une époque où la Sotra était au coût de 50 francs CFA. Voilà, c'est aussi mon droit de réagir. Donc, il faut me laisser aller au bout de ma réaction pour savoir ce que j'ai à dire. Donc, moi, je ne me vois pas en train de féliciter la Sotra pour cela, parce que c'est une société d'État. L'État, on a mis en place la Sotra, effectivement, pour aider la population à se déplacer facilement. Quelqu'un a dit tout à l'heure, le prix à un moment était même à 50 francs, 100 francs, ça a évolué. Si aujourd'hui, on voit même des bus qui vont jusqu'à 500 francs, ça dépend de la poche de chacun. Moi, je ne peux pas féliciter la Sotra pour cela. La Sotra a échoué sur un élément, le transport lagunaire. On dispose de combien de superficie de lagunes à Abidjan? Et tout le monde est concentré sur les voies, sur les routes, en train de souffrir dans les embouteillages tous les jours. Si ce secteur-là était bien développé, regardez des gens qui habitent vers Bégerville, Yopougon et tout ça, tous ceux qui sont desservis en lagune. Vous imaginez si c'était bien géré, s'il y avait vraiment des bateaux, les gens n'allaient pas venir se coincer sur les voies. Ça aurait été désengorgé. Vraiment. Et c'est plus facile. Oui, par exemple, Bégerville-Koumassi, j'ai déjà fait le trajet une fois. En 10-15 minutes, vous avez fini de quitter Bégerville pour vous retrouver à Makori. Alors qu'en véhicule, vous tapez facilement 2h30 pour venir. Mais qu'est-ce qui a empêché la Sotra de pouvoir développer ce secteur-là? Donc, tout ça fait partie du mauvais bilan de la Sotra. Moi, je dis, tant mieux si aujourd'hui, on va libéraliser. Maintenant, effectivement, qui effectivement, puisqu'il s'agit de l'État, qui va être celui-là qui va sortir? La question a été posée. C'est quand les sociétés viendront que j'espère que des personnes ne seront pas derrière, appartenant au gouvernement, pour nous servir quelque chose de privatisé, mais caché. Ils ont le libre choix. Que ce soit un truc de l'État, de sorte à ce que tous les Ivoiriens puissent gérer, comme la Sotra a été. Il ne faudrait pas que des personnes, par derrière, récupèrent le monopole. Merci Hassen Anouma. On termine avec vous rapidement. 1 minute 30 et puis Guillaume Bateau pour terminer. 30 secondes. Non, moi, ce que j'allais dire, je ne comprends pas qu'ils s'offusent du fait que je félicite la Sotra. La Sotra doit être félicitée parce que de nature, je ne suis pas quelqu'un à jeter le bébé et l'eau du bain. La Sotra doit être félicitée parce que nous qui sommes tous ici présents sur le plateau, lorsqu'on a fait nos études secondaires et universitaires, c'est la Sotra qui nous a permis de nous transporter jusqu'à arriver là où nous sommes. Actuellement, tu montes il y a des défaillances, il y a eu des défaillances, mais il faut féliciter. Quand tu parles de l'exploitation du transport fluvial, mais la Sotra, ce n'est pas à la Sotra de décider comment le transport va se faire. C'est au gouvernement de poser les bases de ce moyen de transport-là et permettre à la Sotra d'y entrer. Pourquoi vous n'empruntez pas les bus à Abidjan? À Paris, les chefs d'entreprise montent dans le bus. Non, mais c'est une question de mentalité, en fait. Il y a ça aussi. Et puis, c'est parce que le bus aussi... Voyez-vous le DG d'une entreprise parapublique en Côte d'Ivoire ici, monter dans un bus? Non, en fait, on va le coincer comme dans une boîte de station. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en Côte d'Ivoire, on s'est mis dans la tête que le bus, c'est pour les populations défavorisées. Non, je suis désolé. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Pas du tout. C'est comme ça. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est resté sur la qualité de service était garantie, tout le monde allait emprunter le bus. En fait, au début, quand les express sont venus au début, les gens ne les surchargeaient pas. Donc, tout le monde empruntait les express. Après, on a abandonné. Terminer rapidement. Oui, moi, je voulais juste dire... D'accord, merci. Je voulais juste dire que vraiment, il faut saluer cette décision de l'État. On espère vraiment que ça va garantir la qualité de service. Mais nous, en tant que population, en tant que peuple, on attend aussi ce genre de décision pour la CIE et la SODECI, qui nous fatigue. Merci, Guillaume Bateau. Oui, moi, je veux dire à Hassen qu'on n'est pas ici pour faire le procès de la Sotra. Loin s'en faut. Et même les faiblesses que nous constatons dans
que ce soit dans la gestion de la SOTRA ou des initiatives qui ont pu être prises, sont avant tout du ressort de l'État. Voilà. C'est une question de politique, de volonté politique. Si, voilà aujourd'hui que l'État prend ces mesures-là pour essayer d'ouvrir le secteur public du transport, c'est à saluer. C'est à l'État aussi de faire en sorte que ces nouvelles structures puissent, effectivement, le transport fluvial et lagune. Il n'y a pas que même les lagunes. On a nos fleuves qui sont navigables, qui peuvent... Et ce n'était pas la SOTRA de décider d'y aller, c'est au gouvernement. Quand vous prenez le fleuve central, avant l'indépendance, ces fleuves-là étaient navigables et une bonne partie du fret passait par ces fleuves-là. Il y a aujourd'hui un choix politique clair à faire pour valoriser le transport lagunaire et fluvial. Donc vous félicitez la SOTRA. Merci chers téléspectateurs. Vous n'êtes pas venus ici en bus. On marquera une courte pause, on revient juste après pour la deuxième partie de cette émission où nous parlerons politique, opposition politique ivoirienne qui annonce un grand meeting le 31 mai. Les grandes lignes ont été dévoilées ce jour, mais avant la pub. Nous sommes de retour de la pub à quelques jours du meeting du 31 mai prochain. L'espace Figayo de Yopougon, Cap Côte d'Ivoire, met les choses au clair. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi au siège du COGEP, Charles Blé Goudé a rassuré sur les dispositions prises. Pour l'événement, il a également lancé un appel fort pour la réinscription des citoyens radiés de la liste électorale dénonçant une exclusion contraire aux principes démocratiques. Je vous propose de suivre cet élément de la rédaction de Reflet TV proposé par Ismaël Traoré. À quelques jours du meeting, prévu le 31 mai à l'espace Figayo dans la commune de Yopougon, la CAP multiplie les préparatifs. Ce lundi, une conférence de presse s'est tenue au siège du COGEP, animée par le président du comité d'organisation. Au cœur des échanges, Charles Blé Goudé, président du COGEP, a tenu à rassurer l'opinion publique sur les dispositions sécuritaires entourant le rassemblement. Il a affirmé que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement du meeting dans le calme et la discipline. Le 31 mai, chacun doit être le policier de son voisin à l'espace Figayo pour empêcher qu'il y ait des infiltrés. La question sécuritaire nous tient à cœur. La question de la discipline nous tient à cœur. Nous voulons démontrer que nous sommes une opposition responsable, structurée, qui s'assume. Alors, au fur et à mesure que nous approchons d'octobre 2025, nous savons que les Ivoiriens sont angoissés. Parce que notre pays est devenu un pays à risque électoral. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que le jour de l'élection, chaque Ivoirien parte à son lieu de vote tranquillement, qu'il y revienne tranquillement. La CAP entend ainsi faire du meeting du 31 mai une plateforme de mobilisation, mais aussi de revendication pacifique pour une démocratie véritablement inclusive en Côte d'Ivoire. Bien, voilà le lieu du meeting désormais connu, place Figayo de Yopougon. Gaël Akbar, réaction là-dessus? Bien, ce meeting pour la CAP, pour moi, c'est déjà un premier élément, une première sortie officielle où ils sont attendus dans la mobilisation. On a entendu le président Charles Blé Goudé le dire. Ce serait aussi un test de la solidité même de cette coalition politique qui est née il y a quelques mois. Aussi, c'est une occasion stratégique de poser un discours politique commun. On sait déjà, on s'attend plus ou moins à ce que les différents intervenants vont aborder. Ça sera sûrement la CEI, la RLE, une élection inclusive, le dialogue politique et puis la réconciliation. Réconciliation pas entre les Ivoiriens. Moi, je ne parle pas de réconciliation entre les Ivoiriens, mais entre les politiques. Voilà, donc c'est à cela qu'on peut s'attendre pour ma première prise de parole sur ce sujet. En attendant tout Bateau, la démocratie et la liberté d'expression en marche en Côte d'Ivoire à travers ce meeting qui aura bien sûr lieu. Oui, mais la démocratie et la liberté d'expression n'ont jamais été remises en cause en Côte d'Ivoire. Ce ne sera pas le premier meeting de l'opposition, que ce soit le PPACI, que ce soit le PDCI lui-même, que ce soit d'autres partis politiques, notamment le Front populaire ivoirien et d'autres. Tout le monde organise pratiquement toutes les semaines des meetings. Donc je pense que ça, c'est pas ça que le... Moi, j'avoue que j'étais un peu déçu du choix de la place Figayo. Parce que je pensais que pour cette coalition qui veut tenir la trajectoire au parti au pouvoir, on aurait choisi un espace plus grand. Mais Charles Blé Goudé a dit qu'ils avaient, ce n'est pas passé dans l'élément, mais qu'ils avaient, lors de cette conférence de presse, qu'ils avaient demandé des espaces tels que le stade Félix Houphouët-Boigny et bien l'espace privé où Kangouka avait mené
une activité qui n'ont pas été en tout cas approuvées. Ça n'a pas été... Bon, OK. Si c'est cela la raison, je prends acte, mais j'avoue que la place Figayo n'aime plus ce qu'elle a été par le passé. Elle a été sérieusement réduite avec des constructions qui ont été faites. Ce qui fait que là, aujourd'hui, la place Figayo, c'est comme la place CPN. C'est pas avec 2000 personnes, vous remplissez cette place. Donc, pour moi, j'aurais aimé, bon, qu'on vous dit que ça a été refusé. Je sais pas selon eux. Pourquoi les responsables de l'Office national des sports, qui eux ont dit que ces édifices-là sont à la disposition des citoyens, pourquoi ils refuseraient? Par exemple, le parc des sports de Trècheville, mais bref, on va faire avec la place Figayo. Donc, je pense que déjà que sur certains réseaux sociaux, on avait laissé croire que la mairie de Yopougon avait refusé l'espace Figayo, que maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre. On a vu, j'ai vu avant d'arriver à cette émission, l'arrêté municipal autorisant la CAP à manifester, à tenir son meeting. Donc, c'est une bonne chose. J'espère que après ce meeting, l'opposition va rentrer dans une phase qui va lui permettre de se mettre vraiment en ordre de bataille pour l'élection présidentielle. C'est vrai que certains leaders sont contrariés dans leur volonté de se présenter à l'élection présidentielle parce qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste. Mais je dis que ce n'est pas une fatalité pour l'opposition. Je suis d'accord avec quelqu'un comme M. Bion qui dit qu'il faut que ce soit le PDCI, que ce soit le COGEP, que ce soit les autres partis politiques dont les candidats pressentis sont inéligibles, qu'ils songent à désigner de nouveaux champions pour aller compétir. Si tant est que c'est le projet pour notre pays qui doit primer. Bon, pour le moment, ce n'est pas le choix. Dans toutes les formations politiques, que ce soit le PDCI, le PPSCI, le COGEP ou GPS, c'est leur leader ou rien. Je crains malheureusement que s'il reste dans cette posture, que le meeting du 31 n'apporte pas grand-chose au processus démocratique, alors que nous avons besoin que tous ces mouvements, ces courants politiques soient représentés dans le débat pour l'élection présidentielle. C'est important pour notre processus démocratique. Arsène Anoma, réaction sur cette sortie des Charles Blé Goudé? Moi, je suis heureux et contrairement à ce que disait le président du comité d'organisation, comme quoi à l'approche de la présidentielle, les Ivoiriens sont apeurés, je suis rassuré de voir que la démocratie est effective en Côte d'Ivoire. Voici une coalition de l'opposition qui demande à faire un meeting, on lui accorde un espace. Ce pourquoi quelques jours auparavant, ils avaient annoncé partout que la mairie leur refusait cet espace. Là encore, je suis assez dubitatif quand j'entends, vous me donnez l'information que Blé Goudé aurait dit qu'on leur refusait d'autres espaces qu'ils auraient demandé. Au vu de ce qu'ils ont dit précédemment sur l'espace, la place Figayo, je suis en droit de douter encore qu'on leur aurait refusé d'autres espaces. Parce qu'aujourd'hui, ils ont eu l'autorisation d'occuper la place Figayo, alors qu'ils avaient dit qu'on leur refusait. Ce n'est pas un refus, ils n'ont juste pas eu suite favorable. Non, mais voilà, mais en fait, ils auraient dû attendre. Donc, en fait, quand ils affirment des choses, moi, je suis un peu sceptique. Pour moi, je suis rassuré. Ça démontre que la démocratie en Côte d'Ivoire est effective. Bon, et ça montre aussi que cette coalition de l'opposition-là fait un pied de nez à la coalition de l'opposition du PPACI parce qu'elle est en train de prendre le lead sur la famille de l'opposition en Côte d'Ivoire. Elle démontre que c'est elle qui est à la manœuvre pour essayer d'obtenir gain de cause à leur revendication au détriment du PPACI. Le PPACI a un meeting à Port-Boué quelques jours après. Donc je ne sais pas pourquoi vous dites que... Sinon, le PPACI a un meeting à Port-Boué entre le 6 ou le 7 juin. Le week-end prochain. Bien plus. Allez-y, comment vous réagissez face à cette sortie de Charles Blé Goudé aujourd'hui, qui annonce les grandes lignes et puis le lieu du meeting? Non, bon, il faut d'abord féliciter Cap Côte d'Ivoire pour cette manifestation pacifique, parce que je crois que c'est une coalition qui a été mise sur pied pour essayer de proposer des solutions à toutes les contestations qu'on a sur le processus électoral. Ils veulent des réformes dans le processus électoral. J'espère que ce n'est pas encore trop tard pour ça. Mais toujours est-il que c'est bien qu'ils puissent manifester
pour dire ce qu'il souhaiterait pour qu'on ait des élections inclusives, transparentes et apaisées. À ce sujet, il a dit, et je cite, « Notre pays est devenu un pays à risque électoral ». Comment vous réagissez? Quelle lecture vous faites? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec lui parce que, comme je le disais tout à l'heure... En quoi est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays à risque électoral? La Côte d'Ivoire est un pays à risque électoral parce que depuis... D'abord, on a connu beaucoup de crises électorales. Depuis 1990, nous n'avons plus d'élections paisibles en dehors de 2015. Mais en 2015, il n'y avait pas de gros enjeux. Mais depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, on a eu plusieurs crises électorales, dont la plus grave a été celle de 2010. Et malheureusement, en 2025, on retrouve les germes des crises de 2010 et 2020. Presque tous les ingrédients sont réunis. Donc, il y a de quoi s'inquiéter quand on ne sait pas si les mois à venir, les politiques vont trouver des accords. Donc, le dialogue politique est nécessaire, absolument nécessaire. Et s'il ne se fait pas, on a des raisons d'être inquiets. Gyang Bato, la Côte d'Ivoire est un pays à risque électoral, selon Charles Blé Goudé. Est-ce que vous partagez ce même avis? Non, je ne partage pas l'avis de mon ami et frère Charles Blé Goudé. Je crois que la Côte d'Ivoire a des hommes politiques risqués. Voilà. On a des hommes politiques qui mettent leur ego, leur individu au devant de tout. Voilà. C'est eux qui sont j'allais dire, la Côte d'Ivoire a une classe politique à risque. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Parce que dans d'autres pays, on l'a vu, je ne sais pas si c'est sur votre plateau ici, si c'est ailleurs, je l'ai dit, quand vous prenez l'exemple sénégalais, qui est plus proche de nous et qui est récent, nos amis du PASTEF est très contrarié. Le leader du PASTEF, le président Sonko, était rendu inéligible par une décision de justice, parce qu'il avait condamné par la justice. Le PASTEF a choisi et désigné son numéro 2 pour compétir, parce qu'il ne voulait pas faire la question du président Sonko l'essentiel du débat. Et on a vu que le peuple sénégalais a suivi le PASTEF, et aujourd'hui, le président Diomaye Faye est le président de la République et le président Sonko est le Premier ministre. J'ai cité il y a quelques jours un autre exemple plus proche de nous, mais cette fois-ci en Roumanie. En novembre, l'extrême droite avait un candidat qui est arrivé en tête et pour des raisons qui sont les raisons locales là-bas, sa candidature a été invalidée et elle a été empêchée de se présenter à nouveau. Ils ont choisi un autre candidat qui a perdu vers la fin, mais qui était quand même arrivé en tête encore au premier tour. Voilà des exemples concrets. Moi, je ne vois pas. Qu'est-ce qui empêche? Si on veut vraiment faire prévaloir les idées, si on veut participer au débat démocratique et ne pas laisser le terrain libre au RHDP, qu'est-ce qui empêche le PDCI aujourd'hui de choisir un autre candidat? Qu'est-ce qui empêche le PPACI de choisir un autre candidat? On ne va pas me dire que c'est le cadre qui manque. Qu'est-ce qui empêche le COGEP de choisir un autre candidat? Le GPS, etc. Au contraire, ce serait, de mon point de vue, faire preuve de résilience, de flexibilité pour permettre au débat de continuer. Parce qu'à ce rythme-là, moi je dis clairement que ce sont les opposants qui sont les premiers alliés objectifs du président Alassane Ouattara. Parce qu'on sait que le président Ouattara sera candidat. Si tout le monde reste dans... il n'y a pas de plan B, ben, à partir de la publication de la liste électorale, bon, ce sera un boulevard ouvert devant le président Ouattara. Merci Guillaume Bato. Donc, je pense que c'est d'autres classes politiques, en tout cas c'est l'opposition qui est à risque. Bien. Charles Blé Goudé lui parle en tout cas d'un pays qui a, en tout cas, un pays devenu à risque électoral. Guillaume Bato parle plutôt d'une classe politique risquée ou à risque. Comment vous réagissez à ces propos? Vous savez, tout se passe au niveau des... Et puis est-ce que c'est le moment idéal quand on sait qu'il y aura un grand rassemblement de l'opposition? Ça donne déjà le ton du meeting qui arrive. Non, il a ses éléments de langage. C'est tout à fait normal. Quand il s'exprime, il a une cible. Il a des destinataires qu'il vise. Donc, c'est libre à lui. Mais ce que je voudrais noter, c'est que c'est plutôt au niveau du personnel politique. On a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, c'est plus les personnalités qui sont mises en avant. Personne ne veut faire la part belle à l'autre. Tout le monde veut forcément se positionner. Puis Chéri l'a dit tout à l'heure, tout ça, on parle de crise préélectorale aujourd'hui parce qu'on sait déjà, on s'inspire de ce qui est arrivé. Quand vous voyez
même pas loin, en 2020, entre 2018 et 2020, 2020 a abouti à la désobéissance civile. Qu'est-ce qui a amené la désobéissance civile? C'était le fait qu'il y ait des candidats qui ne soient pas sur la liste. C'était le fait qu'il y avait des problèmes au plan organique de la CEI. Les mêmes problèmes de 2020 sont transposés en 2025. Donc, en plus de ceux de 2010. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que d'aucuns disent qu'on se retrouve, tous les ingrédients sont réunis. Il y a un certain groupe de personnes, il y a une autre opinion qui dit non, il n'y a rien, bon, tout va bien sous le meilleur des cieux. On espère que ce soit la réalité. Mais tout ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on retrouve ce pays-là encore dans l'instabilité, dans des arrestations, dans des actions subversives qui peuvent encore nous ramener en arrière. Moi, je le reconnais tout le temps, comme quand j'ai l'occasion. Le président Ouattara, il a fait beaucoup. Honnêtement, en termes de développement macroéconomique, infrastructurel et tout ça, même dans la santé, il a fait pendant 15 ans. Mais il ne faudrait pas que tous les gemmes puissent se réunir pour qu'on vienne détruire tout ça. Vous savez, pour construire, c'est difficile. On peut construire en 20 ans et puis détruire en un seul jour. Mm-hmm. Si jamais la Côte d'Ivoire arrive encore dans une telle situation comme ça a été en 2020, vraiment, ça sera la honte de l'histoire pour nous. C'est comme si on n'apprend pas de nos erreurs. Et comme quelqu'un l'avait dit sur ce plateau, je pense que c'est l'honorable Assalé, il dit c'est comme si on était maudit quand on regarde. Mais on n'est pas maudit. On peut s'asseoir, discuter. Et je profite même déjà je vais laisser ça au carton rouge, mais il nous faut vraiment nous entendre que tout le personnel politique pense à la population, pense à tous ceux qui se lèvent le matin, qui vont au travail, qui viennent nourrir leur famille décemment, plutôt que de penser forcément à ce qu'il faut que mon parti soit au pouvoir, il faut que moi je conserve le pouvoir, il faut que ceux-là quittent pour que j'y sois, on est tous ivoiriens, il faut qu'on trouve la solution. Bien. Charles Blé Goudia a aussi dit, nous voulons démontrer que nous sommes une opposition responsable, structurée, qui s'assume. Arsène Anouma. Non, mais responsable en quoi? S'ils étaient responsables, comme l'a dit M. Gbato, s'ils étaient responsables, ce sont des partis politiques, ce ne sont pas des royaumes ou des clans où les choses sont personnalisées. Mais la responsabilité fait aussi appel à la manifestation pacifique. Non, oui, la manifestation pacifique. Mais pourquoi est-ce qu'ils font de la fixation sur des personnes au lieu de faire de la fixation sur les enjeux liés à leurs partis politiques? Ils auraient pu, par exemple, si certains de leurs candidats initialement désignés sont forclos, choisir à laisser des personnes. M. Gouato a pris des exemples, mais moi je prends... Mais les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Ils ont tout le temps pour désigner plus tard. Moi je prends l'exemple de la France, où Marine Le Pen est frappée d'inéligibilité par une décision de justice, mais aujourd'hui, le scénario plaçant son numéro 2 pour la remplacer, il est donné gagnant dans tous les sondages. Mais pourquoi ils ne s'inspirent pas de ce qui se fait bien ailleurs et ils veulent forcément faire croire que c'est l'environnement électoral qui est mauvais, alors que ils disent qu'ils s'inspirent de l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers même le RHDP, et quand le président Ouattara dans l'opposition n'était pas éligible. Mais pourquoi toujours, que le RDN alors avait qu'un seul plan, qu'ils font pareil? Pourquoi toujours vouloir ressasser les choses du passé qui auraient pu nous créer des situations conflictuelles et ne pas avancer dans le positif? Aujourd'hui, l'opposition recoche de pas mal de cas. Donc vous êtes en train de dire que la stratégie du RDR, disons, dans l'opposition dans les années 2000, était mauvaise? Non, ce n'est pas forcément ce que je dis. C'est pas forcément ce que je dis. Le RDR en son temps a fait son choix. Ils ont fait un choix. S'ils ont fait un choix de miser sur la candidature du président Ouattara et ça finit par payer, c'est leur choix. Mais à l'heure actuelle, on est dans la Côte d'Ivoire de 2025. Moi, je souhaite que la Côte d'Ivoire avance. Et on ne va pas toujours arriver à une élection où on fait de la fixation sur des hommes politiques au risque de mettre le pays en main. Mais moi, ce que je dirais, c'est que l'élection, pour moi, l'élection se tiendra à date et l'élection se passera dans de bonnes conditions. Et ça, c'est clair, le président Ouattara a rassuré lors d'une récente sortie. L'opposition elle-même se fait peur parce qu'il n'aura rien. S'il ne veut pas aller à l'élection en désignant des candidats qui pourraient être rendus éligibles, c'est leur choix démocratique. Merci Arsène Anouma. Oui, j'ai trois choses à relever. La première, c'est que chez nous, en sociologie, on dit ne comparer que ce qui est comparable. Il ne faut pas prendre des exemples pour prendre des exemples. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont frappés d'inéligibilité sont aussi victimes d'une certaine injustice. Ce n'est pas la même chose que ce qui se passe ailleurs. Et c'est cette injustice qui est en dessous
de toutes ces radiations-là qui fait que les gens insistent au niveau de leur parti pour telle ou telle candidature. Mais à mon avis, là n'est même pas le problème, parce que chaque parti est libre de désigner le candidat qu'il veut. Parce que c'est pour aller à une élection, on ne prend pas n'importe qui pour aller à une élection. On regarde dans le parti celui qui est le plus charismatique, parce qu'il s'agit d'aller rechercher le suffrage du peuple. Donc c'est à chaque parti de décider qui il veut. Ça, là, vraiment, ça ne devait même pas faire l'objet de débat, d'autant plus que chaque parti organise une convention et c'est les militants de ce parti-là qui décident d'un tel ou d'un tel autre. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'à l'heure où on est là, moi, personnellement, que le président Ouattara se présente encore, ce n'est pas un problème pour moi si le RHDP décide que c'est lui le candidat. Le vrai problème, c'est les conditions dans lesquelles on va aller à ces élections-là. C'est ça qui est le vrai problème. Est-ce que ces conditions-là sont réunies pour que nous, le peuple, notre choix soit respecté? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, notre problème-là, ce n'est pas les différentes candidatures, c'est la CEI. L'autre problème, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir qu'il y ait la paix pour qu'il y ait la paix. Ça ne dépend pas de la volonté des individus. Ça dépend du cours des événements. Ça dépend des actes des politiques. C'est pour ça qu'on dit que si vraiment on veut la paix, il faut qu'il y ait un dialogue. Même ceux qui ont fait la guerre mondiale, là, après ils se sont assis, ils ont parlé. Pourquoi ne pas parler avant? Est-ce qu'avec tous ces calendriers électoraux, il y a possibilité de faire encore un dialogue politique? Mais oui, c'est une question de volonté. Non, moi je pense pas. N'est-il pas mieux de faire un dialogue maintenant? Les différents dialogues, là, ça a duré combien de temps? Merci, en moyenne, 2 mois. N'est-il pas, une dernière question. N'est-il pas mieux de faire un dialogue maintenant plutôt que de se dire non, tout va bien et puis après on a une crise? Merci Guillaume Bato, allez-y. Oui, moi je pense que il faut que nous les Ivoiriens, nous sachions ce que nous voulons. Quand Mme Balé parle d'injustice, je lui concède volontiers, mais je rappelle que dans ce pays, en 2000, le président Ouattara, paix à son âme, le président Bédié, avait été recalé l'élection présidentielle à laquelle a pris part le président Laurent Gbagbo face à paix à son âme, sur le général Robert Gueye. Et l'élection s'est tenue. Et à cette époque-là... Il y a eu des morts. Après. Mais dans le processus. Après, non. Nous sommes devant, sur un plateau, nous sommes des acteurs historiques. Il y a eu des élections après. Comment Gbagbo s'est installé? S'il vous plaît. Les élections se sont passées normalement. Les élections ont eu lieu. Et après? Mais après, c'est qui arrive après? Mais il y a 3 phases d'élection. S'il vous plaît. On a parlé après. Non, pas de vacances. S'il vous plaît. L'élection a eu lieu. On ne vous entend pas trop parler en même temps. Personne ici. La contestation des résultats entre les militaires et le président Gbagbo s'est faite après les élections. Donc, ceux-là aussi peuvent parler d'injustice. Mais même ceux dont on a parlé, est-ce que vous pensez que le président Sonko trouvait juste la décision qui le frappait au moment où il s'apprêtait à se présenter à l'élection présidentielle au Sénégal? Non. Lui aussi aurait pu évoquer l'injustice dont il est victime pour bloquer le processus et créer une tension. Je crois que par moment, il faut que nous sachions raison garder. Le débat, c'est quoi? Vous demandez le dialogue politique. Nous sommes à pratiquement 5 mois de l'élection présidentielle. En face de vous, on vous dit que le temps qui nous est imparti ne nous permet plus. Vous parlez du dialogue politique dans 1 mois. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2025. À supposer que début juin, on commence un dialogue politique qui va finir en juillet. À quel moment on met en œuvre les recommandations et à quel moment on va à l'élection? Moi, j'ai lu quelque part, c'est vous qui l'avez dit, que vous souhaitez qu'on puisse reporter l'élection présidentielle. Oui. Si c'est ça, si les conditions ne sont pas réunies, c'est faire les élections qui est important. Non, s'il vous plaît, non. Après la moment. Si vous ne place maintenant au carton rouge. Le premier carton rouge de cette émission avec Gaël Lakpa. Carton rouge à une certaine classe politique qui refuse le dialogue, qui torpille même le dialogue. Vous savez, avec tout ce qu'on vient de dire, il faut que les Ivoiriens puissent se parler. On a appris la semaine dernière que finalement, le RHDP
allait croiser la coalition, la CAP. Bon, il y a eu un événement, un incident qui a fait que la rencontre n'a pas eu lieu. Mais ça avait déjà été une réponse à tous ceux qui disent qu'on ne peut pas dialoguer. Moi, je ne parle pas en termes de temps, s'il reste 6 mois, il reste 4 mois. Mais il faut que les acteurs puissent s'asseoir et se parler, quitte même à aller même signer une charte pour accepter ce qui va se passer, quitte à pouvoir trouver un compromis pour la paix et puis pour tous les Ivoiriens. Qu'on arrête de faire la politique de l'autruche pour dire non, il n'y a rien, il n'y a rien. La RLE, là, il y a un problème à ce niveau. La CEI, il y a un problème à ce niveau. On parle d'élections inclusives. Moi, je ne vois pas une élection organisée en Côte d'Ivoire avec le candidat du RHDP seul, pendant que le président Gbagbo, ça veut dire que des candidats significatifs de l'opposition soient écartés. Est-ce que ça va rendre même ce président qui sera élu là légitime? Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui se posent. Donc moi, je suis pour le dialogue, que les gens s'asseyent autour d'une table, qu'ils trouvent une solution, qu'ils viennent présenter aux Ivoiriens, et puis le pays là va avancer, parce qu'il faut qu'on avance, qu'on arrête de s'arrêter. Guillaume Bateau, carton rouge. Oui, mon carton rouge va aux populations qui continuent de vivre dans les zones à risque. Nous avons malheureusement déploré plusieurs pertes en vie humaine à l'occasion des premières pluies cette année. Je crois que c'est le lieu d'en appeler au civisme et à la responsabilité de nos populations. Les zones à risque sont connues. Il faut que d'elles-mêmes, on sait que la situation est difficile, il faut que d'elles-mêmes, elles prennent sur elles de s'en éloigner. On nous dira qu'elles n'ont pas les moyens, mais je préfère des gens qui trouvent des solutions provisoires de sécurité que ceux à quoi on a assisté, où toute une famille est anéantie, engloutie par leur maison qui s'effondre. Donc vraiment, carton rouge à ceux-là, et aussi carton rouge à tous ceux qui se laissent émouvoir par les réactions et qui laissent ces populations, malheureusement, dans ces situations pour obtenir les résultats qu'on a obtenus. Le Chéric Ballet, carton rouge. Oui, mon carton rouge va à l'endroit du ministère de la Construction parce que les effondrements d'immeubles sont revenus à l'ordre du jour. On nous avait dit qu'il y avait des mesures qui avaient été prises. Où on en est avec l'évaluation de ces mesures pour que, encore en 2025, on constate récemment à Mossikro comme à Fekese que des immeubles se sont encore écroulés. Il faut vraiment travailler à ce que les immeubles soient construits selon les normes, avec toutes les autorisations, toutes les caractéristiques techniques respectées pour que vraiment les populations soient en sécurité. Arsène Anoma. Bon, mon carton rouge va à l'encontre des personnalités politiques et des autres leaders qui s'offusquaient du fait que le gouvernement, par l'entremise du ministre Siba Congo, procédait à certains déguerpissements des zones à risque. Aujourd'hui, malheureusement, les déguerpissements ont connu un arrêt et nous constatons, avec les premières pluies, qu'il y a des morts. Il y a eu des morts, on n'a pas entendu l'opposition parler, on n'a pas entendu des personnalités parler, alors que justement, c'est ce que le gouvernement et le ministre Bakongo voulait éviter en procédant à ces déguerpissements-là. Donc pour moi, j'estime que c'est vrai, on est en politique, on a ses intérêts politiques et d'autres intérêts à défendre, mais il faut être objectif et il faut être républicain. Lorsque quelque chose est fait pour nos populations, il n'y a pas à prendre des raccourcis, à prendre des positions qui sont teintées par d'autres intérêts pour empêcher que ces choses qui sont salvatrices pour toute la population et le pays soient menées à son terme. Donc, carton rouge à tous ceux qui instrumentalisent les bonnes décisions qui sont prises par le gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie des personnes. Place maintenant à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Dommage qu'on ne réagisse pas au carton. On ne réagit pas. Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour et le chiffre du jour, c'est 1200. C'est le nombre de logements sociaux et économiques qui seront construits à Coupé-Zedi, PK24, dans le nord d'Abidjan, dans le cadre de la phase 2 d'un vaste projet national de 4300 logements. Ce chantier est partiellement financé grâce à un prêt de 40 milliards de francs CFA signé le 7 février 2025
entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Un pas de plus vers la réduction du déficit en logement et l'accès à l'habitat pour les ménages à revenus modestes. Guillaume Bateau, réaction? Oui, je crois qu'il faut toujours saluer les efforts qui sont faits pour permettre aux plus vulnérables ou à ceux qui gagnent petit d'avoir accès à des logements décents. Mais je trouve que le rythme est encore faible. Quand on connaît les déficits en termes de logement, il faut que le gouvernement prenne ce problème à bras le corps pour qu'une bonne partie du corps social puisse se loger dans les centres urbains qui deviennent de plus en plus grands, dans de bonnes conditions. Vous voyez, tout ce qu'on déplore, on parlait tout à l'heure, je parlais des zones à risque justement, ce sont les habitats précaires qui créent ces situations-là. Donc, félicitations, c'est une bonne chose, mais il faut accroître les investissements dans le logement décent en Côte d'Ivoire. Bien, Gaël Lacpa. Bien, tant qu'il y a des initiatives, il faut les saluer. Voilà, ici, on annonce 4300, on va commencer par 1200. Moi, je voudrais relever seulement qu'il faut que cette fois-ci, parce que même on a tous reconnu qu'à ce niveau, sur ce plan-là, en 15 ans de gouvernance, en tout cas là, de ce côté, le gouvernement RHDP n'a pas réussi. Ça n'a pas été une réussite. Donc, s'il continue, c'est à encourager. Et puis, il faut une meilleure gestion de ces projets-là, premièrement. Deuxièmement, il faut revoir le coût. Parce que ces maisons-là, même finalement, quand on finit de faire les projets qui sont prêts à être livrés, quand tu entends les prix même des maisons, tu te demandes, mais ces maisons-là, c'est vraiment social ou bien c'est comment? C'est pour qui? C'est pour quelle catégorie d'Ivoiriens? Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 1200. C'est le nombre de logements sociaux et économiques qui seront construits à Coupé-Zedi PK24 dans le nord d'Abidjan, dans le cadre de la phase 2 d'un vaste projet national de 4300 logements. Ce chantier est particulièrement financé et partiellement financé grâce à un prêt de 40 milliards de francs CFA signé le 7 février 2025 entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Un pas de plus vers la réduction du déficit en logement et l'accès à l'habitat pour les ménages à revenus modestes. Plus Chérik Balé, réaction sur ce chiffre du jour. Bon, c'est toujours bien de vouloir augmenter les possibilités de logement, mais les anciens programmes n'ont pas été très satisfaisants. Il y a les règles du jeu qui ont changé au cours du jeu. On a changé les coûts des logements. Il y a des gens qui ont donc demandé à être remboursés, qui n'ont pas été remboursés. Il y a des entreprises qui ont livré des maisons inachevées. Il y a eu beaucoup de problèmes. Est-ce qu'un bilan a été fait pour faire en sorte que ce nouveau programme-là puisse corriger les imperfections des anciens pour faire en sorte que vraiment on soit satisfait? Merci. C'est la question qu'on se pose. Guillaume Bateau, votre réaction sur ce chiffre? C'est toujours bon de saluer les initiatives du gouvernement dans le sens de permettre aux gains petits d'avoir des logements décents. Je crois que la question logement décent, tout à l'heure on parlait malheureusement des éboulements en saison de pluie. C'est une question donc importante pour nos populations. Donc c'est toujours bon. Il faut espérer effectivement qu'on puisse prendre toutes les précautions pour que cette fois-ci, les logements soient effectivement à des coûts raisonnables et continuer le programme qui avait été annoncé, le programme de location-vente, pour que les gains petits, comme je l'ai dit, puissent avoir accès aux logements décents. Gaël Lacpa? 4300 logements attendus. Sinon, c'est 1200 le chiffre. Oui, attendu 4300, maintenant 1200, c'est pas 1200, ils vont commencer. C'est à encourager, cela va dans le sens de la décentralisation pour déconcentrer, décongestionner un peu Abidjan. C'est à saluer quand on sait que c'est un élément qu'on peut mettre placer sur les éléments de PET, pour ne pas dire l'échec du RHDP depuis 15 ans. De ce côté, ils n'ont pas réussi. Bon, s'ils continuent, c'est à encourager. Je souhaiterais pour la suite une meilleure gestion des projets. Relativement à ce que Puchiri a pu dire, il y a le coût social aussi, parce qu'en réalité, quand les projets sont terminés, quand vous entendez le prix de la maison, vous vous demandez si c'est pour quel type d'Ivoirien. En réalité, ce sont des prix qui ne sont pas à la portée de quelqu'un qui vit au social. Et puis, il y a aussi la superficie de ces maisons-là. Vous voyez des petites habitations comme ça, on vous parle de 60 millions, de 40 millions. Vraiment, c'est compliqué. Il faut que le gouvernement revoie à ce niveau-là pour qu'effectivement, les petites poches, les petites bourses puissent avoir des logements décents pour pouvoir vivre en paix dans leur propre pays.
Bien, Arsène Anoma. Bon, moi, je salue ça. De plus en plus, le gouvernement multiplie les initiatives. Mais moi, de même sorte, dans la même veine que la sécurité à nos frontières, à l'intérieur du pays, la sécurité alimentaire, la santé et l'éducation, il faut que le logement soit véritablement une priorité de notre gouvernement. Je sais qu'elle fait des efforts, mais il faut qu'elle accentue plus ses efforts afin que les Ivoiriens, même si ce n'est pas eux tous, mais dans l'écrasante majorité, puissent se loger décemment et à un coût raisonnable. Comme par exemple recourir aux locations-ventes qui avaient permis à nos parents, sous la gouvernance de Feu Félix Houphouët-Boigny, d'acquérir des maisons décentes à des prix raisonnables en rapport avec leur pouvoir d'achat. Il faudrait que le gouvernement pense à y arriver parce que depuis les logements qui sont proposés, il faut constater que les coûts sont généralement... Merci Arsène Anoma, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous également, Gaël Lakpa, Pulchéric Balé, Guillaume Bateau. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été patients suivant cette émission durant 1 heure de temps. Et rendez-vous demain donc à partir de 19h50 pour un autre numéro d'Entre de News sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.